quoi un peu la stratégie que je dois aborder pour produire justement du contenu pertinent en quantité, parce que les plateformes me le demandent, et si j'ai envie de scale mon business, je vais devoir le faire. On est même allé plus loin dans le délire parce qu'on a appelé ça leur patrimoine créatif existant, étant donné qu'ils avaient déjà dépensé des dizaines voire des centaines de milliers d'euros, tu vois, sur ce content. Et du coup, on l'a réutilisé et on en a fait des micro-vidéos. J'ai une frustration, il y a cet icebreaker, cette phrase d'accroche, je suis convaincu qu'elle pourrait marcher, mais j'ai jamais eu ni le temps, ni les moyens, ni les capacités de la mettre en place facilement et de la tester. Justement, avoir un peu des wireframes de l'habillage des différents réseaux sociaux. Ouais, ça, c'est super important. Et je trouve qu'il y a encore plein de marques qui ne se rendent pas compte que les actions qu'elles ont mises en place sur de l'awareness ont un réel impact sur leur conversion à la fin. Salut Hugo. Salut. Je suis vraiment ravi, hyper content de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Ça fait un bon moment qu'on échange ensemble sur LinkedIn. Ouais, carrément. Qu'on parle un peu de réutilisation de contenu, duplicata de contenu, toutes ces choses-là. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il va intéresser aussi beaucoup de e-commerçants. La raison pour laquelle ça m'intéresse pas mal, c'est qu'avec Seos, du coup, avec l'agence, on crée pas mal de contenu et on a toujours un peu cette problématique. Et c'est vrai aussi pour le podcast, parce que du coup, ce podcast est aussi enregistré en vidéo, en audio, etc. Comment on fait pour tu vois, l'utiliser au maximum et pouvoir en tirer pleinement parti, puisqu'on va parler ensemble pendant 45 minutes, 1 heure sur un sujet. Ouais. Et je pense qu'on va apporter beaucoup de valeur, mais c'est toujours difficile derrière de le diffuser. Donc, je trouve ça cool d'avoir un expert et je me suis dit, on va parler avec un expert, il va nous expliquer comment le faire. Et ben voilà, c'est chose faite. Super. Et écoute, ce que je te propose pour commencer, c'est peut-être te laisser te présenter, savoir un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Super. Déjà, on remercie Silver Square qui nous offre ces beaux bureaux pour venir aujourd'hui faire ce petit podcast. Je m'appelle Hugo Hassler, je suis un des 2 cofondateurs de chez Upcut. Upcut, on est une agence de snack content vidéo, c'est-à-dire qu'on crée des micro-contenus à destination des campagnes publicitaires essentiellement sur les réseaux sociaux, et le tout, bien sûr, dans le but de générer un maximum de performance pour nos clients qui sont des annonceurs. Avant ça, et comment on en est arrivé là? Avant ça, j'avais une boîte de prod à l'île Maurice. J'ai fait ça quand même 2-3 ans. Et on faisait essentiellement du contenu pour des grosses marques, des grosses ONG, contenu publicitaire avec des gros tournages. Et un jour, on s'est dit, en fait, c'est dommage, ces boîtes, à chaque fois, elles reviennent chez nous, chaque année, avec une demande de... On va refaire une vidéo. On va refaire une vidéo d'1 minute 30, 2 minutes, tu vois, qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Et nous, on voyait bien qu'il y avait une tendance qui commençait à arriver, c'était de faire du micro-content, très catchy, beaucoup plus court. Avec quoi? Avec ce qu'ils avaient déjà en fait comme asset. Et on s'est dit, mais attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser tous vos éléments créatifs existants. Et on est même allé plus loin dans le délire parce qu'on a appelé ça leur patrimoine créatif existant, étant donné qu'ils avaient déjà dépensé des dizaines voire des centaines de milliers d'euros, tu vois, sur ce content. Et du coup, on l'a réutilisé et on en a fait des micro-vidéos. À la place de finir avec une vidéo d'une 32 minutes, ils ont fini avec 30, 40 vidéos, tu vois, de 10, 15, 20 secondes. Donc ça, c'est un peu la genèse d'Upcut, c'est la genèse du projet. Ok, et du coup, ce genre de contenu, derrière, ils les utilisent quoi? Sur les réseaux sociaux, pour du corporate, c'est quoi un peu? Alors, pour l'instant, et maintenant, avec la démarche qu'on a sur Upcut à Bruxelles, c'est du micro-contenu uniquement pour que les campagnes paid, tu vois, donc c'est l'endroit où les annonceurs, ils ont besoin d'avoir un réel retour sur investissement. En social, c'est un peu différent, quand tu fais de l'organique, c'est un peu différent. Tu peux te permettre de faire des essais, tu peux te permettre de tester, tu vas très rarement te louper d'un point de vue financier, tu vois. Ouais, donc tu as un peu moins l'enjeu de payer des pubs et avec du contenu qui sera peut-être moins pertinent sur de l'organique, mais tu as quand même cet enjeu sur l'organique et finalement d'avoir aussi du contenu, tu vois, de diversifier ton contenu à partir de ce que tu as déjà, parce qu'il y a aussi cette... Tu vois, moi, ce que je vois quand même beaucoup avec les clients qu'on accompagne chez Seos, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes pub, que ce soit les régies pub ou que les réseaux sociaux, c'est quand même des plateformes qui te demandent, d'avoir du contenu frais tout le temps, du contenu genre pertinent, structuré, genre impactant, qui va avoir, qui va leur générer derrière des gens qui restent sur la plateforme, parce qu'on est dans l'économie du temps. Ouais. Plus les gens restent longtemps sur la plateforme, mieux c'est pour ces réseaux sociaux. Et le truc, c'est que comment créer tout ce contenu, ça prend vachement de temps, tu vois. Et du coup, est-ce que tu peux l'utiliser sur de l'organique? Comment tu vas l'utiliser sur de l'organique? Et puis du coup, on parlera un peu plus du paid après, si ça te va. Alors, nous, il faut savoir qu'on pense toutes les créas qu'on fait pour nos clients d'abord pour du paid. Okay. Et ensuite, bien évidemment, on va pas se mentir, tous les clients réutilisent ce content pour de l'organique parce que dans un point de vue de rentabilité au max, tu fais en sorte de recycler ton contenu, quoi. Ok. Et du coup, un truc qui me paraît intéressant à aborder, si tu veux, c'est le sujet de... et je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui se disent j'ai envie de réutiliser mon contenu. Ils vont se dire,
est-ce que mon contenu il est réutilisable, tu vois. Ouais. Est-ce que j'ai suffisamment de contenu à réutiliser pour, tu vois, recréer des nouvelles choses? Et finalement, en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi en fait un contenu réutilisable? De quoi, tu vois, toi, tu vas avoir besoin demain? Tu me dis, ouais, je vais te faire des nouvelles créas. T'as besoin de quoi pour faire ça, toi? C'est une super question. Si je te donne un exemple, aujourd'hui, je pense qu'on a, je sais pas, 50, 60% de nos clients qui viennent chez nous et qui ont qu'une charte graphique, un logo et peut-être une ou deux photos. Et à la limite, une vidéo de 15 minutes, tu vois. Et en fait, nous, ça nous suffit amplement parce que derrière, les équipes créa, pardon, vont être en mesure de parfaitement réutiliser tout ce contenu, de faire des éléments de détourage, des parallaxes, etc., pour en faire des micro-vidéos ultra catchy et performantes pour tes campagnes médias. Tu vois. Donc, on va parler plutôt de contenu image plutôt que du texte ou de la bande audio ou ce genre de choses. D'office. Nous, bande audio, texte, c'est nous qui allons le faire. Donc, on n'en aura pas besoin. Par contre, ce qu'on va demander aux annonceurs et à nos clients en général, c'est quand même de nous fournir un maximum de phrases qu'ils ont envie de tester, de catchphrases. Tu sais, c'est souvent leur problématique de se dire j'ai une frustration, il y a cet icebreaker, cette phrase d'accroche, je suis convaincu qu'elle pourrait marcher, mais j'ai jamais eu ni le temps, ni les moyens, ni les capacités de la mettre en place facilement et de la tester, tu vois, sur une campagne. Nous, c'est aussi ce qu'on va leur permettre de faire en dupliquant le contenu. On va peut-être en reparler après, on en a parlé déjà, en faisant énormément de déclinaisons. Et justement, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de nombre de déclinaisons avec, je sais pas moi, une vidéo, tu vois, moi je pense souvent à ces vidéos un peu corporate, tu sais, que certaines entreprises, elles ont en mode, voilà, nous avons créé notre entreprise à ce moment-là, voilà l'histoire du truc. Est-ce que tu vois combien on peut espérer de créer de contenu à partir d'une vidéo et un logo et une charte graphique, quoi? Super. Je vais donner un petit exemple. J'ai reçu un SMS d'un pote il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'en avais fait un article. J'ai reçu un SMS d'un pote il n'y a pas longtemps qui a d'ailleurs ouvert le premier spa à la bière à Strasbourg. Salut Paul. Et il me dit, Hugo, j'ai fait une vidéo de 1 minute 30, 2 minutes sur l'ouverture du spa au format traditionnel, 16/9, version YouTube, etc. Tu vois. Il me dit comment est-ce que je peux la rentabiliser au max, tu vois. Et là, je vais lui apporter 3 points. Je dis 1, décline ton format, tu vois, donc formate-la, modifie-la. Et donc, l'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir un format 4/5e, c'est le format feed qui va s'adapter au plus grand nombre de plateformes et au plus grand nombre d'espaces également. Oublie le 9/16e format story parce que quand tu as pensé toute ta vidéo en 16/9e, c'est super difficile de la cropper. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, partitionne-la. Il y a plein d'étapes dans ce que tu as dit, tu vois. Fais-en des vidéos de 15 secondes, 10 secondes, 20 secondes, à chaque fois sur un sujet précis que tu veux mettre en avant. Ok, toujours en 4/5e. Et troisième point, essaye les gros sous-titres. Les sous-titres un peu putaclic, j'ai envie de dire, ce que tu vois souvent en ce moment, du texte flashy, du gros sous-titre, des gros mots qui sortent, tu vois, pas des gros mots, mais des mots en gros, c'est grosse size, si je puis dire. Ça marche super bien pour aller capter encore un peu plus l'audience, capter encore un peu plus l'attention. Et ça, c'est un exemple tout bête de te dire, en fait, je viens de me faire une vidéo d'1 minute 30, comment est-ce que je peux la décliner? Il s'en est sorti à la fin, je crois qu'il avait 5-6 vidéos supplémentaires, tu vois, à publier. C'est génial parce que là, du coup, tu vas avoir du contenu à publier sur, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être. Ouais, en fonction pour de alimenter ton réseau. En fonction de la quantité de publications que tu fais, tu peux vite décliner et aller assez loin. Et écoute, ce que je te propose, c'est que assez rapidement, on rentre dans le vif du sujet, de la raison de ce podcast. En gros, un des sujets que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est de pouvoir proposer, c'est un peu toujours l'objectif, tu vois, de ce podcast, c'est de répondre à des problématiques assez précises que des e-commerçants vont se poser. Lorsqu'ils arrivent, ils arrivent à faire de la pub sur Facebook, sur TikTok. Je pense que, tiens, d'ailleurs, c'est quoi les plateformes sur lesquelles on te demande le plus de pub et de créa aujourd'hui? Toujours Facebook et Insta. Ouais. Mais supposons, là, on est e-commerçant, tu vois, on veut se lancer justement sur Facebook, ou en tout cas, on veut muscler notre jeu sur Facebook. On a déjà créé une petite base de contenu, plutôt du contenu visuel, je dirais images, quelques vidéos par-ci par-là. Et j'ai envie de muscler mon jeu. Tu vois, c'est quoi un peu la stratégie que je dois aborder pour produire justement du contenu pertinent en quantité, parce que les plateformes me le demandent, et si j'ai envie de scale mon business, je vais devoir le faire. Et tu vois, serait quoi, toi, un peu ton approche? Qu'est-ce que tu proposerais à ces e-commerçants sur ça? Voilà. Ok, super. Allez, je vais partitionner ma réponse en plein de points. Déjà, pour rappeler que
Upcut aujourd'hui accompagne plein de secteurs différents, ok, pas que des e-commerçants, on est sur e-commerçants, mais pas que des e-commerçants, on travaille avec des très gros e-commerçants, Cézanne et Bonsoir par exemple, pour pas les citer, tu vois. Mais on travaille avec plein de secteurs différents et c'est assez intéressant de voir à quel point on va architecturer la strat de manière bien différente, ok. Donc là, on va parler peut-être plus du côté e-commerce. Ensuite, comment on va mettre les choses en place? Déjà, dans un premier temps, c'est quand même important pour nous, surtout pour un e-commerçant avec un peu de notoriété, avec un peu de passif, d'aller auditer, regarder tout ce qu'il a déjà fait. Tu vois. Donc nous, on reprend ça, on part avec un client, on regarde tout ce qu'ils ont déjà fait, on va analyser leurs top performers, leurs top floppers, on va se dire, ok, ça a marché, ça n'a pas marché. On va faire une analyse et un benchmark complet du marché, ok, de leur secteur. Très bien, ça c'est vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ça fonctionne pas. Certains iront plus loin sur des outils comme AdSpy, tu vois, ils pourront carrément aller voir des chiffres, ce qui est assez intéressant d'ailleurs à faire parfois. Et ensuite, on va commencer à mettre en place une strat. Okay. Et là, on fait une strat créative en fonction du secteur métier, en fonction de l'objectif que le client nous a donné, parce qu'on va peut-être en parler après, mais chez nous, tu vas déterminer plein d'objectifs, il y en a 3 gros, mais ensuite, on va les sous-traiter. Et en fonction de ça, on part sur une stratégie. Okay. Et après, une fois qu'on a déterminé la stratégie, on va pouvoir commencer à faire des storyboards à plat. Le client valide le storyboard à plat, on part en création. Ensuite, une fois qu'on a validé la création, on part en déclinaison de format dont on parlait tout à l'heure. Ok, donc ça c'est vraiment la big picture un peu de toutes les étapes qu'il va y avoir. Exact. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre un peu plus dans les détails. Et je trouve qu'un point qui est assez intéressant, et souvent je trouve qu'il y a un point qui n'est pas forcément bien fait par beaucoup de e-com, c'est déjà de bien définir les objectifs de pourquoi tu vois, tu fais de la créa. Nous on a le même souci, tu vois, chez Seos, quand les gens ils viennent nous voir sur du Google Ads, souvent ils viennent, ils disent, tu sais, je veux faire plus de ventes. Et on est en mode, ouais, c'est bien, c'est un objectif en soi, mais c'est un objectif qui est trop vague. Ouais. Parce qu'il ne définit aucun KPIs derrière, il ne définit aucun objectif, je dirais, chiffré, tu vois, de où est-ce que tu veux aller. Il définit non plus de durée. Tu vois, dans quelle durée tu veux augmenter tes ventes? Parce qu'en fait, tout le monde a envie d'augmenter ses ventes à un moment donné. Et je trouve qu'un point hyper important, c'est déjà de définir bien ses objectifs au départ. Quelles sont un peu pour toi genre les questions que tu dois te poser pour bien définir tes objectifs en tant que e-commerçant lorsque tu développes ta stratégie créative? Ouais, c'est une super question parce qu'on se rend compte que très souvent, et même sur des très grosses marques, la réflexion n'est pas totale et pas bien faite en amont. Tu vois. Je pense que c'est super intéressant et c'est même super important qu'en amont, tu te dises, OK, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire de l'awareness? Est-ce que je veux faire du retargeting? Est-ce que je veux faire de l'action, de la conversion pure? Tu vois? Pour moi, c'est vraiment les 3 gros objectifs du funnel. On va dire top, bottom, middle et bottom. C'est super, super important. Et c'est assez drôle parce qu'on a plein de gens qui viennent qui disent non mais nous on va faire de la conversion pure, on va faire que de e-commerce. Ouais, on va faire que de la vente, etc. Et 6 mois après ils t'appellent et disent oui Hugo c'est bizarre, on n'a plus personne qui arrive au-dessus. Bah ouais, on en avait parlé non Donc super important de créer une stratégie full, ok, aussi bien top que bottom. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre de perdurer dans le temps et de faire en sorte que tu aies toujours des gens qui arrivent au-dessus, quoi. Tu as un peu cette notion de vase communicant. Ouais. Alors, c'est une stratégie, nous, on l'appelle un peu plus, c'est genre top, middle et bottom funnel. Donc, vraiment, cette notion de ton tunnel de conversion, il est déterminé par 3 grandes étapes. Ouais. Après, d'un e-com à l'autre, évidemment, il y a parfois des sous-étapes, qui est le top où tu fais vraiment de la notoriété. Là, tu fais connaître ta marque à une audience qui ne te connaît pas. Tu as le middle où là, tu es en train de les convaincre sur tes valeurs de marque. Tu es en train de les convaincre sur le fait que ton produit il va répondre à leurs besoins. Tu vois, et que c'est le bon produit pour eux. Et puis, en fait, tu as le bottom vraiment qui est sur la conversion. Maintenant, lâche ta carte bleue, entre guillemets, et passe ta commande. Exactement. Et je trouve ça hyper intéressant du coup que tu parles de ça parce qu'en fait, du coup, ça match de ouf, tu vois, les stratégies Google Ads qu'on a avec aussi la partie créa et c'est hyper aligné. Je vais te donner un petit exemple. Nous, souvent, quand on fait des audits de clients, on se rend compte que les top performers, c'est des assets, c'est des créas, 90%, 90% vidéo, qui sont ultra axés produits. Tu vois, c'est-à-dire que tu ne vois que ce stylo dans un bel environnement, mais sous plein de formes et différentes. Tu vois pas du tout ce stylo en action avec moi qui écrit. Par contre, si cette créa-là, c'est celle qui fonctionne le mieux, c'est qu'en amont, les flop performers, c'est ceux qui ont construit, tu vois, qui ont build le truc, qui ont fait que, parce que je l'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, Hugo en train d'écrire, de se poser la question de machin bidule avec ce stylo,
qu'à la fin, quand j'ai un focus stylo, j'achète. Tu vois ? Ça, c'est super important. Et je trouve qu'il y a encore plein de marques qui ne se rendent pas compte que les actions qu'elles ont mises en place sur de l'awareness ont un réel impact sur leur conversion à la fin. Est-ce que toi, tu es force de recommandation aussi sur ça? Et est-ce que tu as des recommandations entre le top, bottom, middle, top, bottom et middle? C'est pas du tout dans le bon sens, mais vous avez compris. Est-ce que tu vois, tu as des espèces de KPIs que tu mets en face ou alors des éléments où tu leur dis, tu vois, par exemple, sur du top, on va regarder genre le nombre d'impressions que vous faites et on va pas du tout regarder le nombre de conversions parce que effectivement, si tu regardes le nombre de conversions, tu vas te dire c'est un flop total. Par contre, si tu regardes le nombre d'impressions, c'est hyper intéressant. Sur du middle, on va pas chercher de la conversion, on va aller chercher du clic. Donc là, on va peut-être regarder du CTR plutôt, tu vois. Est-ce que tu as des indicateurs comme ça que tu proposes? J'aurais pas dit mieux, tu les as très bien cités. Génial, c'est parfait. Et il faut savoir qu'au final, quand tu fais de la création de contenu et du snack content en l'occurrence, nous, notre indicateur à la fin, c'est quoi? C'est le CTR. Okay, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens cliquent plus sur les éléments créatifs qu'on aura créés sur les CTA. Okay. C'est intéressant, la notion de CTR, juste pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas hyper à l'aise avec ça, c'est globalement le taux de clic, c'est-à-dire le nombre de fois où la pub est apparue sur le nombre de fois où le nombre de clics qu'il y a eu. Exactement. Ça donne une sorte de taux de clic. Il faut savoir que le CTR, c'est un des indicateurs les plus importants pour les différentes plateformes, justement pour identifier si le contenu il est pertinent ou non. Et alors évidemment il y a les likes, il y a les commentaires, mais le CTR c'est vraiment l'action concrète de l'utilisateur suite à la pub, quoi. Exactement. Et là on va déterminer si on a bien joué sur notre icebreaker, ce qu'on va appeler aussi le scroll stopper, la phrase d'accroche, si on a réussi à entretenir, tu vois, l'audience dans le temps, donc sur même si ça dure que 15 secondes, mais de faire en sorte que chaque seconde te donne envie de regarder la suivante, et à la fin qu'on ait réussi à créer un certain momentum qui te fasse oh, putain là je veux cliquer, je veux regarder, tu vois. Et les CTA vont être divers et variés, aller sur un site web, télécharger une app, etc. etc. Ok, super intéressant. Il y a un autre aspect des objectifs, je pense qui est assez intéressant dans ton domaine, c'est aussi la notion de format. Parce que je pense que tous les sites ne sont pas sur toutes les plateformes, ça peut être vite chronophage d'être partout, TikTok, Insta, Facebook, Pinterest. J'ai fait un podcast sur Pinterest aussi, c'était certains types de contenus. On sait que sur Facebook, c'est certains types de contenus. Sur TikTok, on va aller chercher plutôt d'autres objectifs. Comment tu vois les choses aussi, soit sur cette partie? Est-ce que ça fait partie justement de la partie créa, de la partie strat au départ? D'office. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes et il y a encore plus d'espace publicitaire sur ces plateformes, tu vois, plus que jamais. Et du coup, ça t'oblige à quoi? Ça t'oblige à penser ta créa en fonction de l'espace publicitaire sur lequel tu vas la réaliser, sur lequel tu vas la publier. Parce que sinon, t'es mort. Et en gros, aujourd'hui, tu communiques pas de la même manière sur un Insta Story que sur un Facebook Feed, que sur un TikTok Ads. Et à chaque fois, tu dois avoir une réflexion bien précise pour l'espace sur lequel tu vas publier. Je te donne une petite anecdote. Maintenant, je dis en ce moment, ça fait quand même 3 mois que je dis en ce moment. Donc, on va dire qu'il y a 3 mois, il y avait un fléau. C'était les gars qui réutilisaient leur créa en format story, donc en format 9/16e, et qu'ils les mettaient sur un TikTok ou sur un Reels. Je vais pas te spoiler, mais sur TikTok et Reels, tu as un habillage qui est énorme. Énorme. TikTok encore pire. Donc en bas à droite, en bas et sur le côté droit, tu as un habillage qui est très dense, qui est très présent. Donc si toi, sur ta vidéo story que tu avais fait en amont, tu avais mis un petit CTA en bas ou une petite phrase, tu vas créer un élément de suraffichage et en fait, ton texte ne sera pas vu. Tu vas perdre toute la pertinence et toute ta performance. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai que j'ai vu passer 2-3 fois sur LinkedIn. Toi, tu as peut-être aussi ce genre de doc et on pourrait le mettre dans le récap du podcast, de justement avoir un peu des wireframes de l'habillage des différents réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Nous, les formats maintenant, tout le monde commence un peu à les connaître, même si nous, à chaque fois, on les redonne. On fait même des docs qu'on peut partager avec tous les formats parce que mine de rien, il y en a quand même beaucoup. Mais le plus important, c'est les habillages, quoi. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte à quel point il y a des petites subtilités. Et encore maintenant, je vois très souvent, même sur du YouTube, tu vois, de la pub YouTube, tu te dis, merde, t'as ton logo qui est caché par en savoir plus, ou c'est skipper l'annonce, ou c'est la marque qui est en bas à gauche, tu vois, c'est dommage. Et ça, c'est des petits tips and tricks que tu peux mettre en place facilement si tu te renseignes en amont sur les habillages pour te dire, voilà, là c'est un logo, tu peux pas mettre de logo, de texte, de logo ou quoi que ce soit, quoi. Ok. Maintenant qu'on a bien défini justement nos objectifs, il y a un second aspect, je pense, qui est assez intéressant, c'est la partie brief. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, ok, maintenant je sais ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller, mais
qu'est-ce que concrètement je vais créer visuellement. Est-ce que justement sur la partie brief, tu as des recos à faire au e-com pour que leur brief soit le plus quali possible et qu'à la fin, leur créa elle soit alignée avec ce qu'ils voient, quoi, et ce qu'ils imaginaient en tout cas? Des recos, c'est une bonne question. Je pense que ce qu'on pourrait faire, ce que je pourrais faire moi, c'est que je te partage le brief qu'on demande à nos clients, tu vois, et que tu le mettes sur ton podcast ou je sais pas, c'est un blog, tu vois. Sur le blog. Parce qu'on a un brief qui est très détaillé. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de secret. Il faut aller dans un détail le plus profond possible. Il faut vraiment aller titiller ton client, ta réflexion, etc. Pour dire, quels ont été... Bon, d'abord, tu as un brief de base où tu vas segmenter l'audience, quelle est ton audience, quel est l'objectif de ta vidéo, etc. Donc ça, c'est quand même très générique, ou du moins. Mais ensuite, à la fin, c'est de se dire quelles ont été les petites phrases d'accroche que tu as toujours voulu tester, que tu n'as jamais pu tester. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quels sont les momentum que tu veux mettre en place? Comment tu veux diriger l'audience? Comment est-ce que tu veux rendre ça plus dynamique? Enfin, il y a plein de choses où les gens ont très souvent des idées, mais qu'ils n'ont jamais pu tester. Et nous, on va leur demander. Tu vois. En ce qui concerne le texte, on leur demande aussi très souvent de nous mettre du texte, que nous, on va retravailler d'un point de vue strat, c'est-à-dire de le rendre plus excitant, plus lisible, plus digeste aussi pour que ça aille plus vite et surtout qu'on entretienne, c'est ce que je te disais, chaque seconde te donne envie de regarder la suivante, c'est exactement ça. Ok, donc là, c'est plutôt de se dire, genre, en soi, plus il y a d'infos, mieux c'est. Et ça permet aussi derrière de bien définir ce qu'on veut faire concrètement. Quand on a préparé le podcast, il y avait une troisième étape que je trouvais assez intéressante, qui était une étape de benchmark. À la fois un benchmark de tes concurrents, mais aussi potentiellement des benchmarks d'un secteur ou de secteurs, de ton secteur un peu plus large. Qu'est-ce que tu vas regarder, toi, justement, quand tu fais des benchmarks auprès de les benchmarks en général, c'est quoi les éléments que tu regardes? L'objectif, ça va être déjà de regarder ce que fait la concurrence d'un point de vue stylistique. Tu vois, surtout sur du e-com, c'est vachement important. Ensuite, ça va être de se dire, ok, à quelle fréquence ils postent? Bon, je pense que tout ça, c'est quand même important de dire que vous pouvez aller aujourd'hui stalker, entre guillemets, vos concurrents sur même la bibliothèque publicitaire. Il n'y a pas besoin d'aller sur des outils très poussés comme AdSpy. La bibliothèque publicitaire te permet déjà de faire ça. Donc, tu vas aller voir tes concurrents, tu vas dire, ah ouais, ils font ce genre de contenu, ok, sympa, ils font beaucoup de 6 secondes au format bumper un peu catchy, ok. Ah, et des fois, ils font des contenus de marque où ils présentent leurs usines qui durent plus longtemps, 1 minute, ok, intéressant. Et là, tu vas pouvoir déjà mettre en place et te dire, ok, ça, c'est des choses qui sont pertinentes. Ensuite, ah ouais, il poste quand même 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Ok, intéressant. Ah, donc en fait, il fait quand même 70 contenus par an. Ah ouais, ok. Et tout ça, ça va te permettre de toi t'intégrer sur une stratégie de content. Okay, et ensuite, de parfaitement définir, on peut en dire plein, mais de parfaitement définir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire du contenu de marque, de l'UGC, de la démo produit, du before-after, tu vois. Tout ça, il y a énormément de choses à mettre en place. Si tu vois que ton concurrent, il fait 3/4 du temps de l'UGC avec du before-after et que à la fin, il fait juste de la démo produit, bon, c'est que c'est un funnel qui doit bien marcher, tu vois. Ouais, ça te permet de vraiment identifier déjà un peu qu'est-ce qui marche sur ton secteur, quoi. Exactement. Et en France, on a la chance d'avoir des grosses références sur plein de secteurs métiers, surtout sur les commerçants. J'ai l'impression que tu as des big rêves sur tous les secteurs d'e-commerçants, tu vois. Donc tu peux vraiment très souvent t'orienter. C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir un des pays les plus poussés d'un point de vue e-commerce, en tout cas un des marchés les plus importants en termes de chiffre d'affaires et de business sur la partie e-commerce. En gros, si je résume un peu ce que tu m'as dit, c'est dans ton benchmark, tu vas regarder la partie créa. Ouais. Qu'est-ce qui crée concrètement, qu'est-ce qui montre. Voilà. Après, tu vas regarder un peu la partie fréquence de publication. Est-ce qu'ils sont très réguliers? Est-ce qu'ils créent beaucoup de contenu? Est-ce que c'est plutôt moins, enfin pas tant de contenu que ça? Et puis aussi, est-ce que tu regardes un peu peut-être des KPIs, des choses comme le like, les engagements, les commentaires sur les publics? Est-ce que c'est des choses que tu invites les gens à faire? Oui, j'invite d'office parce que ça va t'apporter un facteur supplémentaire, tu vois. Mais nous, on le fait pas énormément. Parce que nous, on va plus aller après sur du AdSpy, aller regarder des métriques beaucoup plus précises. Mais oui, je pense que c'est intéressant parfois. Maintenant qu'on a bien vu ce que nos concurrents font, c'est peut-être pas mal de voir ce que nous, on a déjà aussi en stock. Exactement, ouais. C'est quoi, toi, un peu ta vision justement de benchmark ses propres contenus? Qu'est-ce que tu regardes? Quels sont un peu les points importants pour toi? Là, tu vas déjà te demander si, on en a parlé tout à l'heure,
il n'y a pas trop peu de contenu. Mais il y a quand même un minimum à avoir, bien sûr, et d'autant plus en e-commerce. Quand je te disais tout à l'heure que 50-60% de nos clients vont nous apporter qu'une charte graphique, un logo et 2-3 photos, bon, c'est quand même très rarement sur du e-commerce, ok. Les e-commerçants, ils ont déjà souvent, et ils ont la chance, d'avoir des super contenus, before, after, unboxing, UGC, etc. Nous, on va analyser tout ça et on va se dire, ok, vous nous avez donné tel et tel objectif. En fonction de la stratégie créa qu'on veut mettre en place, voilà ce que il nous manque, entre guillemets. Il nous manque quand même très rarement des choses parce qu'ils sont très bien setupés. Mais on va quand même faire ce travail de benchmark, de se dire, ok, là vous avez ce type de contenu, très bien. Vous avez celui-ci, très bien. Celui-ci, ok, on aimerait peut-être le retravailler dans ce sens. Donc il y a quand même une phase de réflexion où il faut se dire, bon, le contenu que j'ai, est-ce qu'il est pertinent ou pas? Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute pour les e-commerçants. Il est quand même très, très souvent pertinent et on peut faire plein de choses avec. Ok, ouais, top. En général, le but c'est d'en envoyer un max pour que aussi Voilà. toi tu aies une bonne vision sur ça, quoi. Exact. Et du coup, une fois qu'on a bien benchmark, donc entre guillemets, sa concurrence, son secteur, qu'on a bien benchmark aussi ses propres éléments, c'est quoi pour toi la prochaine étape? Et ben là, c'est là qu'arrive. Donc, ils nous auront fait un brief en amont. Franchement, le brief, c'est la toute première étape. Je ne sais plus si on l'a répété ou pas, mais c'est là qu'arrive la stratégie créative. Okay, là, les équipes créa prennent les choses en main et vont te faire toute une strat créa et des storyboards associés. Et en fait, là, tu te retrouves avec 2, 3, 4, 5, 10 storyboard en fonction d'une stratégie créative prédéfinie. On va dire, bah voilà, vous vouliez faire beaucoup d'awareness, bah voilà le type de contenu qu'on vous a suggéré. Ça, je pourrais te donner aussi, je les ai quelque part, mais on a à chaque fois pour le awareness, il y a 1, 2, 3, 4, 5 types de contenus qui marchent bien. Pour le retargeting, pareil. Pour l'action conversion, pareil. Attention, en fonction des secteurs métiers et des produits que vous vendez, parfois c'est un peu différent. Il faut aussi tester, bien sûr. Et il y a des choses qui fonctionnent très bien pour les uns, qui ne fonctionnent pas du tout pour les autres. Donc voilà. Donc en gros, les éléments d'une stratégie créative, c'est de bien répartir les différents créas en fonction de la stratégie qu'on a définie en haut, de bottom, de top, de middle funnel, etc. Mm-hmm. Et derrière, en gros, c'est de poser à plat avec un storyboard et de dire en fait concrètement qu'est-ce qu'on va faire. Mais d'ailleurs, cette notion de storyboard, est-ce que c'est un sujet qui est vraiment indispensable ou pas, tu vois? C'est marrant que tu me poses cette question. On a de plus en plus la remarque de la part des clients en mode trop bien, vous faites des storyboards. Et nous, pour nous qui venons de la prod, tu vois, c'est juste c'est une obligation, un storyboard. Tu vois. Pourquoi? Donc là, j'ai pas mes deux mains, donc je vais pas pouvoir faire l'exemple. Mais en gros, très souvent, toi, quand tu vas venir chez nous, tu as une projection de ton résultat fini. Okay, dans ton snack content fini, de ta vidéo finie. Nous, l'agence et les équipes réa, on a une projection du résultat fini. Imagine si on ne fait pas de storyboard. On a un monde d'écart entre ce que toi tu as projeté et ce que nous on a projeté. Et là, c'est le début des emmerdes. C'est-à-dire que c'est le début de 200 allers-retours pour un client qui n'est pas satisfait. C'est juste OK. Et les agences qui font plus de storyboard maintenant te disent oui, mais ça coûte cher de faire des storyboards. Ouais, mais enfin bon, ça coûte 10 fois plus cher de faire 200 allers-retours derrière et d'avoir un client qui est insatisfait et qui ne reviendra pas chez toi, tu vois. Du coup, nous, on met toujours des storyboards à plat. On veut être aligné à 100% avec la vision que le client a et notre vision. Et il peut nous faire, je crois, 5 en retour sur le storyboard pour être sûr qu'on soit aligné sur ce qu'on veut. La seule chose qu'il ne verra pas, c'est l'animation. Tu vois, mais visuellement, il a déjà tout le visuel, l'animation, j'ai envie de te dire, c'est notre métier, donc ça devrait le faire, ça va être sympa. Voilà. Okay. C'est vraiment super important. Pour bien définir, tu vois, un storyboard, en gros, c'est un peu des aplats des différents écrans. Ouais. Seconde par seconde. Ouais, seconde par seconde. Ou 2 secondes par 2 secondes, si tu veux, à peu près. Okay. C'est un peu plus ouais, ça. Ça permet tout de suite de te projeter et de dire ah, ok, c'est comme ça que ça va apparaître, on va voir tel et tel truc. Ouais, mais je t'enverrai aussi, si tu veux, des storyboards à plat, te montrer à quoi ça ressemble. Okay. Je pense que c'est super intéressant. Il faut vraiment que les clients le demandent, tu vois. Et de dire, bah non, nous, c'est un no-go. Si on n'a pas de storyboard, on va pas de l'avant, tu vois. Ouais, je comprends bien. Et justement, ce qu'on fera, c'est qu'effectivement, tout le souci d'un podcast, c'est que c'est un système à la voix. Alors même si on a la vidéo sur ce podcast-là, c'est toujours difficile de montrer des créas. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai tout ça dans le récap du podcast qui sera disponible. Je vous donnerai tout avec grand plaisir.
Ouais, ce sera disponible sur e-commerçon.com directement dans la rubrique les récaps du podcast, tout simplement. J'essaierai de vous mettre justement tout le contenu qu'Hugo nous aura partagé sur ça, et aussi potentiellement des créas peut-être qu'on trouve cool, des choses comme ça qui sont intéressantes. Mais justement, en parlant de créas qu'on trouve cool, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est là on a défini, tu vois, notre stratégie créative, on sait un peu les axes qu'on veut faire, on sait un peu, tu vois, on a nos storyboards, ça va ressembler à ça, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments sur lesquels tu joues justement pour, comment dire, faire tes déclinaisons? Comment tu fais des déclinaisons, tu vois? Est-ce que tu fais des déclinaisons sur, je sais pas moi, le format des images? On parlait tout à l'heure des différents réseaux. Comment tu fais un peu tes différentes déclinaisons? Ok, super. Rentrons dans le vif du sujet et le vif de la création. Donc chez nous, je mets juste une petite note. Chez nous, on va réaliser des vidéos master. Ok, une vidéo master, c'est une vidéo qui est unique. Ce sont des vidéos qui sont intégralement différentes les unes des autres. Hein. On parlait tout à l'heure d'un e-commerçant qu'on connaissait tous les deux et qui faisait des produits vélo. Bah, ça serait de dire, on va faire une vidéo master sur les casques, une vidéo master sur les habits phosphorescents pour ne pas se faire écraser, entre guillemets, et une vidéo master sur toutes les pièces détachées. Et ensuite, en dessous, on va créer ce qu'on appelle des déclinaisons. Pourquoi ? Parce que c'est super important de ne pas faire 15 ou 20 vidéos différentes sur un sujet différent. C'est super important de venir enrichir ta créa avec des éléments créatifs qui parlent du même sujet pour faire en sorte que l'info s'imprègne mieux dans ton audience. Okay ? Donc, on recommence. On repart de cette vidéo master. Okay ? Et en dessous, on va faire la première déclinaison qu'on appelle le scroll stopper, qui est celle... Franchement, si vous l'avez jamais fait, qui fonctionne le mieux, qui est vraiment à tester, c'est le fait de changer les 5 premières secondes de ta vidéo avec un autre visuel, une autre phrase d'accroche, pour venir tester aussi bien une autre audience que ton accroche. Peut-être que c'est ton accroche qui ne fonctionnait pas, tu vois. Ça marche super bien. En fait, pourquoi ça marche? Enfin, c'est quoi un scroll stopper? Tu vois, au-delà de changer les 5 premières secondes, c'est quoi l'objectif? Pourquoi tu fais ce truc-là? C'est ce que je te disais, c'est déjà de tester notre audience. Ouais. Peut-être que tu vas faire un scroll stopper en A/B testing, tu vois. Donc on va tester notre audience sur nos casques de vélo, tu vois. Peut-être qu'on ciblait les jeunes, mais en fait que c'est les gens plus âgés qui aiment ce casque de vélo. Donc tu changes en fait juste les 5 premières secondes, tout le reste de ton contenu c'est le même. Tout le reste de ton contenu reste le même. Donc en fait tu as une vidéo qui est dans le fond la même, donc ton message s'imprègne mieux dans ton audience, et en même temps tu vas venir stopper ce qu'on appelle l'ad fatigue. Attention, gros sujet. L'ad fatigue, c'est le fait d'avoir une certaine fatigue publicitaire qui arrive extrêmement vite. Tous ceux qui nous écoutent consomment du contenu sur les réseaux sociaux. Et ils sont parfaitement d'accord avec moi si je leur dis qu'après avoir vu 3, 4, 5 fois la même publicité, ils ne s'arrêtent plus du tout dessus. Tu vois. J'aime bien faire ce petit exemple. J'ai pas de petits tools, mais en gros, je te prends ce stylo, tu vois. Et ce stylo, je te le montre une fois. Tu vas me dire, ah, il est beau et tout, machin. Très bien. Je te le montre une deuxième fois, tu vas me dire, j'ai déjà vu, ouais, je vois des petits trucs différents. C'est vrai qu'il est bleu, qu'il a des petites rainures, etc. Je te le montre une troisième fois, tu le regardes plus du tout. Okay. A contrario, je te prends ce stylo, tu le regardes une fois, ok. Je te montre ce capuchon, tu le regardes, ton attention est toujours la même parce que tu vois un nouvel objet. Et je te montre ce téléphone, et ton attention est toujours la même, tu vois. C'est exactement ce qu'on va faire quand on va essayer créer des déclinaisons et quand on va faire du contenu en quantité. C'est de faire en sorte que ton audience ne se fatigue pas sur le contenu que tu vas lui afficher, entre guillemets. Ce que je trouve assez intéressant, et c'est un point que j'essaie de mettre aussi en avant auprès, tu vois, de mes clients sur Google qui font de la pub aussi sur les réseaux sociaux, ce que nous on ne fait pas, tu vois, chez Seos. C'est aussi la notion de rappeler que les réseaux sociaux, c'est un canal sur lequel tu as une stratégie de push. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est sur Instagram, elle est en train de regarder théoriquement les photos de ses potes. Ouais. Et tu viens la déranger, entre guillemets, déranger pendant qu'elle regarde les photos de ses potes, ou de ses influenceurs préférés, avec une publicité. Donc déjà, en fait, tu dois le respect à cette personne. Exactement. Pour que le contenu que tu lui proposes, il soit au niveau de ses attentes. Exactement. Et ça, c'était à un moment donné un gros sujet chez nous, c'était de se dire que, en fait, l'audience mérite du contenu de qualité, tu vois. On vient effectivement lui prendre quelques secondes de sa vie et se doit de recevoir du contenu de qualité qui l'intéresse et d'autant plus qui peut être pertinent pour lui puisque bien ciblé, quoi. Ça, c'est autre chose. Ok, donc là, on a bien taffé notre scroll stopper pour donner l'impression à notre... Oui, excuse-moi, je t'interromps, mais je vais finir. C'est-à-dire qu'on a le scroll stopper, dont on a parlé. Ensuite, en dessous, on va se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tester quelque chose de différent. On va faire un petit format bumper, très court, de 6 secondes. Et ensuite, on va encore faire un GIF pour venir
alimenter encore plus cette campagne créative. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est un format bumper? Un format bumper, c'est un format très court de 6 secondes. Donc ça vient de YouTube, de YouTube, parce que tu avais le format 6 secondes sur YouTube avant les vidéos, très catchy. Donc voilà, on appelle ça un format bumper, c'est 6 secondes. Donc c'est la réduction de ta vidéo de 15 secondes, de ta vidéo master en format 6 secondes. Et ensuite on va également décliner en petits gifs, et tout ça à chaque fois dans 2 formats différents au choix du client. Ok, donc là, soit du format 4/5e comme on disait tout à l'heure, soit en format carré, soit en format stories, soit un format reel, tu vois, TikTok, parce que les habillages etc. sont pas les mêmes. Ouais. Et c'est là que tu vois que c'est super intéressant. Parce que au-delà de faire juste des simples déclinaisons, on va devoir carrément retravailler en profondeur aussi. Tu vois, c'est un client qui nous dit, bah voilà, on veut un contenu feed et on veut un contenu reel ou TikTok. Tu vois, tu dis, ah bah putain, c'est pas du tout la même chose. Donc on va vraiment devoir repenser la vidéo au format différent. Et il y a un autre aspect dont on parlait tout à l'heure quand on préparait aussi un peu l'épisode ensemble, c'est la partie texte. Ce que je trouvais assez intéressant, tu vois, c'est que tu me disais que parfois en fait on peut juste garder la même créa, tu vois, genre visuel, même scroll stopper à peu de choses près, mais juste en fait on va changer le texte de la première image ou un truc comme ça. En fait tu vas me dire au final ça change un peu le scroll stopper, tu vois, mais... Non mais on va pouvoir changer l'intégralité du texte de la vidéo, tu vois, tout en gardant les mêmes images, la même animation. Et en fait tu te retrouves avec une vidéo intégralement différente d'un point de vue wording, mais avec le même visuel. Et à l'inverse, tu vas pouvoir changer toutes tes images et garder le même wording. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que là, tu peux de nouveau faire des tests. Et ça, si vous le faites vous-même, c'est pas très compliqué. Si vous le faites faire par une agence parce que vous avez les moyens, c'est vraiment pas cher, quoi. Ça, c'est cool. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux aller très loin dans le duplicata de contenu. Est-ce que tu vois d'autres éléments? Parce que je pense qu'on a vu pas mal de choses déjà sur les différents types de déclinaisons qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a d'autres types de déclinaisons auxquelles tu penses? Donc là, si je refais un résumé rapide, on a parlé des formats, on a parlé de changer les scroll stoppers, on a parlé aussi de changer les textes, comment dire, sur les contenus en gardant le même vidéo, ou alors de garder les textes mais de changer la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses que vous avez l'habitude de faire et que tu trouves assez efficaces? Ça, franchement, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qu'on propose dans nos packs parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, tu vas pouvoir aller plus loin, tu vas pouvoir rajouter des sous-titres sur des textes, sur des vidéos où il va y avoir de la voix ou pas, parce que tu te rends compte qu'en fait, ton sous-titre capte, je crois que la stat, c'est à 25 ou 29 plus d'engagement, plus d'engagement avec des sous-titres, ce qui est assez dingue. Donc, on va pouvoir essayer plein d'autres contenus. Mais ça, c'est vraiment les premiers de base qu'on propose dans nos packs pour faire en sorte et pour essayer d'atteindre les objectifs des clients, tu vois, avec des trucs ultra pertinents. Ok, ça marche, hyper clair. Est-ce que j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour d'une stratégie de créa? Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants pour toi maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants pour moi maintenant? Franchement, enfin, le plus important, ça reste au début, ça reste de bien déterminer ses objectifs, quoi. Bien déterminer ses objectifs, et le reste, c'est facile, entre guillemets, hein, attention, parce que je te dis ça parce qu'on est une agence, donc pour nous c'est facile de créer, de décliner, etc. Mais nous, le challenge qu'on voit à chaque fois au quotidien avec les clients, c'est vraiment la prise de brief, quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote justement peut-être sur ce sujet, ou peut-être un cas client que tu as eu justement où les objectifs ils étaient mal définis en amont et en fait tu t'es retrouvé à avoir des clients qui par exemple, je sais pas, se focalisent absolument sur la conversion, ils veulent faire que ça et en fait il se passe plus rien derrière. Peut-être, enfin, tu vois, genre ils ont une mauvaise, la stratégie en tout cas qu'ils avaient mis en place, elle était pas bonne parce qu'en fait les objectifs qu'ils avaient définis au début, ils n'étaient pas vraiment alignés avec ce qu'ils voulaient réellement faire, tu vois. Non. Extrêmement compliqué cette question. Non, parce qu'en fait on va vraiment les guider, tu vois, et quand on voit qu'ils se plantent, ben, on leur dit vous vous plantez, tu vois. Et on a de la chance, ils nous écoutent quand même à 99% du temps. Donc non, par contre, nous c'est beaucoup de travail parce que on va devoir vraiment les assister et leur faire comprendre que là, c'est pas la bonne direction qu'ils prennent, tu vois. Okay. Donc non, on est full dedicated et on fait en sorte que tout se passe bien à chaque fois. Donc non, ça nous est rarement arrivé. Non, ce que je te disais tout à l'heure, oui, ça nous arrive souvent. C'est de se dire que, en gros, le client a un objectif pur de conversion, tu vois. Et que nous, on est d'accord qu'il y ait un objectif de conversion parce qu'il nous dit qu'il va faire de l'awareness sur X ou X strates différentes, sur X ou X plateformes, d'accord, très bien. Et qu'en réalité, bah, il fait rien de son côté et que 6 mois après, il nous appelle pour nous dire « Ouais, mais les gars, en fait, il n'y a plus rien qui arrive en awareness, tu vois. »
Bah oui, mais parce qu'on a fait que de la conversion ensemble, tu vois, parce que tu étais censé, toi, travailler de ton côté sur toute la partie awareness avec d'autres types de contenus, surtout avec des influenceurs, etc., quoi. Donc ça nous arrive quelquefois, ouais. Surtout sur du e-commerçant, parce que l'e-commerçant est un peu challenging parfois, mais ouais. Ok, super clair. J'ai l'impression qu'on a fait quand même un très bon tour de tous les sujets. J'ai quelques questions. On approche de la fin du podcast. Ouais. J'ai quelques questions pour toi. C'est les 3 questions que je pose à tous mes interlocuteurs. Mais alors, quelles sont-elles? Est-ce que je les Ces 3 questions, je pense que tu vas réussir à y répondre assez facilement. C'est quels sont les outils e-commerce indispensables que toi tu utiliserais aujourd'hui ou que tu recommanderais pour de la partie créa par exemple ou autre d'ailleurs? Alors, je pense que la base, quand tu vas vouloir te dire ok, je commence à vouloir m'investir sur la créa de manière un peu plus poussée, j'ai déjà des super contenus, il faut que tu penses la bibliothèque publicitaire Facebook. C'est mineur ce truc, tu vois. Tu as la capacité d'aller voir toutes les boîtes du monde entier et toutes les publicités qu'elles réalisent. Et Dieu sait que nous, on a des très gros e-commerçants en clients et ils vont quand même très souvent voir ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique ou en Australie. En Australie, on s'en rend pas compte, mais il y a des super e-commerce qui fonctionnent très bien et d'un point de vue créa, ils sont toujours au top. Donc, c'est des super sources d'inspiration. Bibliothèque publicitaire. Après, il faut les trouver, c'est autre chose. Ensuite, j'allais dire pour les plus filous, mais il y a AdSpy, parce que là, ça va te donner d'autres métriques encore, tu vois, tu vas être en mesure. Alors par contre, c'est chiant à prendre en main, ça, on va être franc. C'est un peu chiant à prendre en main, c'est pas ultra intuitif, mais tu vas avoir de la data. Là, pour le coup, tu vas avoir des chiffres, tu vas savoir, ok, ça a marché, ça n'a pas marché, ok, sur quel type de cible et quel type d'audience. Donc ça, c'est cool. Et dernièrement, je dirais que si t'es, je vais segmenter un peu différemment, mais si t'es un petit commerçant, que tu commences, que t'as pas énormément de moyens, que tu veux faire un peu les trucs toi-même, CapCut, l'application CapCut, c'est la vie. Enfin, c'est super simple d'utilisation. Ça te permet de tout faire très facilement. T'as une prise en main qui est assez aisée. C'est easy, pardon. Donc c'est bien. Okay. C'est un peu le... Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Non, moi, si tu es une boîte e-commerce, je te dirais de t'investir là-dessus. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de boulot. D'ailleurs, je crois qu'en alternative à AdSpy, il y a un truc qui s'appelle Minea aussi, qui avait été recommandé. Il y en a plein. Franchement, il y en a plein qui sont lancés. Ça coûte un petit ticket, je crois que c'est $150 par mois à peu près, ou 120, je sais plus. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Il y en a plein qui sont sortis maintenant. Nous, on utilise ça parfois parce que c'est toujours intéressant quand on veut aller montrer à des clients, justement, apporter une pertinence un peu supplémentaire en disant bah voilà, ce qui fonctionne super bien chez lui, ce serait cool qu'on essaye de s'orienter vers ce type de contenu avec cet axe de communication là, tu vois. Ok, super intéressant. Le deuxième question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu aurais une action que vous avez mis en place, tu vois, dans l'agence pour un de vos clients qui a super bien marché, qui a eu des bons résultats, des bonnes pratiques comme ça à partager sur ça assez concrètes, tu vois. Je vais... Pardon, non, pas du tout, mais c'est très bien. En fait, on en a plein, ça dépend tellement du secteur, tu vois. Donc, ce que je veux dire là pour les commerçants, c'est que pour moi, si tu t'es pas encore investi comme un malade en création de contenu à faire 36 000 déclinaisons, la chose qui va le mieux fonctionner, c'est le scroll stopper. Franchement, ça coûte rien. Ça te prend pas trop de temps à faire, un peu de créativité, et tu peux avoir des résultats qui sont fantastiques. Tu sais, nous on dit souvent, et on a souvent des clients où on se rend compte qu'ils étaient à une idée d'avoir une vidéo qui cartonne, mais qu'ils n'avaient pas eu le temps ni les moyens pour l'implémenter. Est-ce que tu connais des marques e-com qui font les choses assez bien d'un point de vue scroll stopper où tu te dis ils sont innovants eux, c'est cool ce qu'ils font? Non, là j'en ai pas en tête, je t'avouerais, les nôtres quoi. Non, j'en ai pas en tête. Il faudrait mais je pourrais le mettre parce que c'est sûr que la team créa, ils ont plein d'inspiration. Je pourrais vous les donner ensuite avec grand plaisir, ouais. On les mettra pareil dans l'article. Et j'ai la dernière question. Est-ce que toi, tu as des médias, des lectures, des vidéos, des contenus, des chaînes YouTube, enfin peu importe, des lieux où on peut faire de la veille que tu conseillerais au e-com pour s'améliorer sur la partie créa, tu vois?
Ok, j'allais te répondre quelque chose. Vas-y, tu peux. Comme ça peut non, j'allais dire que moi je suis un grand fan du podcast Silicon Carne de Carlos Diaz, mais qui n'a absolument rien à voir avec le e-com. En e-com, écoute, je t'avouerais que moi je suis un fan de Medium de base en lecture. Et c'est à peu près mon seul média où je vais vraiment poncer du contenu, quoi. Je vais chercher les gros acteurs, je vais chercher les spécialistes, et je vais poncer du contenu. Je vais lire tout ce qui me... Généralement, le matin, j'aime bien faire ça après le café, pendant une demi-heure. Ça marche, vas-y, on mettra les liens, avec liens médium des comment dire, des avec blogs plaisir. Et sur plein de thématiques différentes, tu vois, pour le coup, pas forcément du e-commerce, plein de thématiques parce que... je sais pas si on en parlait tout à l'heure, mais on a un client en ce moment B2B. Les gars font de la modélisation de laboratoire en 3D pour se projeter. Enfin bref. Et du coup, moi, ça m'oblige aussi parfois à m'informer un peu sur tous les secteurs. Du coup, non, je m'informe sur plein de secteurs différents. Pas forcément du e-commerce. Ok, non mais super ou pas que du e-commerce, du moins. Top. Et écoute, merci beaucoup pour toutes ces questions. Où est-ce qu'on peut te contacter, Hugo ? Alors, Hugo, il peut être contacté sur hugo@upcut.eu. Sinon, sur LinkedIn, je m'efforce de faire au moins 1 ou 2 posts par semaine. Donc, allez vous connecter. Ouais. Sur mon mail ou sur mon LinkedIn, je me ferai toujours un plaisir de répondre et donner des tips et astuces. Franchement, c'est toujours un grand plaisir. Trop cool. Merci beaucoup. Mais merci à toi et au plaisir. Salut. Bye bye. Ciao. J'espère que cet échange vous a plu et vous sera utile. D'ailleurs, vous trouverez en description de cet épisode une fiche récapitulative qui résume tous les éléments clés de l'épisode. Pour y accéder, suivez simplement le premier lien en description. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à le partager à 3 personnes de votre réseau. Cela pourrait les aider autant que cela vous a aidé. Si vous souhaitez être accompagné par Seos pour enfin maximiser la rentabilité de vos budgets Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site seos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. On se retrouve lors du prochain épisode. Salut!